J'ai toujours l'habitude, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, de commencer en présentant rapidement HubAdvisor et après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc, rapidement, je vais commencer par me présenter moi pour ceux qui me connaissent pas, que j'ai pas encore, rencontré. Donc moi, je suis le fondateur de la société HubAdvisor. C'est une société qui a 3 ans. Avant ça, j'ai évolué pendant un petit peu moins de 7 ans pour un grand groupe américain un petit peu connu qui s'appelle Gartner. Et avant ça, je travaillais dans la cybersécurité chez Trend Micro, notamment. J'ai commencé ma carrière chez PayPal, mais bon, ça, c'est une information qui est pas hyper intéressante. On va vous parler, en fait, du métier de Hub Advisor. Si je devais le résumer en une phrase, et c'est notre grande mission, c'est permettre aux professionnels de l'IT et du digital d'être meilleurs dans leur job. Donc, c'est une phrase qui est courte, mais qui est à la fois puissante et je vais essayer de développer un peu, l'idée qu'on a derrière cette mission. C'est qu'on part du principe qu'aujourd'hui un professionnel de l'IT, un professionnel du digital, c'est avant tout il doit être surtout, reconnu pour être un sachant, en fait. Pour s'y connaître sur différents sujets, sur des sujets techno, il doit être, à la pointe, des innovations, connaître, savoir parler cloud, savoir parler data, savoir parler, cybersécurité aussi. Il doit s'y connaître, côté métier, parce qu'il doit aligner la technologie aux orientations de son entreprise. Il doit s'y connaître en matière d'organisation, puisque la transformation est souvent drivée par l'IT, par le digital. Donc il doit connaître les méthodologies de travail, il doit savoir engager les collaborateurs en interne et il doit avoir en plus du leadership, il doit être un bon communicant, il doit gérer les budgets. Bref, ça fait beaucoup pour une seule personne et à moins d'être, exceptionnel ou même dans une direction des systèmes d'information, dans une direction digitale, à moins d'avoir toutes les ressources qui ont toutes ces capacités-là, c'est pas évident d'être sachant sur tous les domaines que je viens de citer. C'est pour ça que HubAdvisor, aujourd'hui propose une solution qui est assez innovante, qui va, permettre aux professionnels de l'IT et du digital d'être meilleurs dans leur job, tout simplement en accédant à un certain nombre de choses. En accédant à des experts de haut niveau qu'ils peuvent consulter, à travers des consultations. Donc c'est des rendez-vous de 1 heure sur lesquels, ils peuvent poser des questions et avoir un retour d'expérience qui va être très structuré. Ils vont accéder aussi potentiellement à du coaching. Là, c'est plus pour les postes de dirigeants, donc des gens qui ont besoin de challenger leur vision, de challenger leur stratégie avec des personnes qui ont occupé des fonctions similaires. Et ils peuvent accéder aussi à des intervenants de haut niveau dans le cadre d'événements euh, pour engager le collaborateur de l'entreprise. On intervient sur plusieurs thématiques, sur la stratégie IT, l'architecture, la cyber, la partie data, l'infrastructure et le business. Et sur la partie data, parce que c'est le... Bon, je vous mets quelques références. Et sur la partie data, on a des beaux intervenants, sur des sujets stratégiques, hein. On a par exemple, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'Engie, hein, dans le call, donc on a la chance de travailler avec l'ancien groupe Chief Data Officer d'Engie, Gérard Guinaman qui fait partie de notre réseau, Karim Louedek qui est Chief Data Officer de Servier ou Sol Rachidi qui est, ancienne Chief Data Officer de Estée Lauder. Donc ça, c'est sur la partie stratégie. On a vraiment des gens qui ont occupé des positions de C-level et on a aussi, des experts qui sont, cette fois-ci, on va dire plus sur des sujets opérationnels comme Abderrahim Bousseta sur la partie data engineering. Sur des sujets d'architecture, on a Olivier ou, data infrastructure, on a aussi Jean-Michel. Et sur une thématique qui revenait beaucoup, en ce moment, moi, à chaque fois que je parlais, donc la présentation de HubAdvisor s'arrête là. On va pouvoir basculer sur la présentation de Jean-Georges et je vais te laisser te présenter, hein, forcément aussi, Jean-Georges, avant toute chose. Donc sur Ouais, ces dernières semaines, j'entendais beaucoup parler de data mesh chez mes clients. Ils me disaient: «Voilà, le data mesh, c'est un petit peu un mythe. On entend qu'il faut le mettre en place. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà mis en place?» et cetera et cetera. Et donc moi, j'ai eu le bonheur de découvrir Jean-Georges à travers, notamment son livre Implementing, Data Mesh et donc qui, m'a fait réaliser que le data mesh était aussi une réalité. Voilà, il est là. Merci beaucoup de nous le présenter. Donc Jean-Georges, je vais te laisser te présenter brièvement et après, on va dérouler la présentation sur, concrètement comment on peut passer de la théorie à la pratique avec le data mesh. bonjour à tous et merci Ismaël et désolé pour les petits soucis technologiques. On va voir si j'arrive à partager mon écran dans quelques minutes. Ça va être le prochain challenge.
Non, j'ai déjà fait ça, hein, je vous préviens tous, j'ai déjà donné des conférences, j'ai déjà partagé un petit peu le savoir. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Mais avec Ismaël, on a une tradition où les choses ne marchent pas complètement transparentes. Et c'est pas de sa faute, c'est complètement entre la chaise et le clavier de ce côté de l'Atlantique. Euh, voilà, donc Jean-Georges Perrin, je suis d'origine alsacienne. Et j'habite aux États-Unis depuis presque 10 ans maintenant, dans l'État de New York, où ça commence à faire un peu froid maintenant, hein. Et il y a de la neige dehors, etc. C'est joli. Je suis venu aux États-Unis et je suis devenu consultant. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses dans beaucoup d'entreprises ici. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe chez PayPal qui a construit le premier data mesh chez PayPal. Excellent. Depuis, je suis parti de chez PayPal. Petit détour par la case startup. Et maintenant, j'ai rejoint un autre grand groupe pour lequel je ne parle pas. Et c'est pas, je ne suis pas dans la qualité de. Aujourd'hui, je parle pas de ce Ok. grand groupe. Peut-être plus tard, mais voilà, mais pas encore. Et j'ai pas encore grand-chose. Ça fait un mois que je suis là-bas, quoi. Donc voilà. Euh, Envoyez vos questions dans le chat. Je pense que si c'est un peu interactif, c'est toujours mieux. Je pense que tu es d'accord avec ça, Ismaël. Complètement d'accord avec ça. Voilà. Donc on peut peut-être. Je vais essayer de commencer. On Je peut, vais essayer- ouais, on veut essayer de partager ton écran. Il y a eu des personnes qui ont eu des difficultés à se connecter, je leur ai renvoyé le lien. Donc voilà, essaie de voir si toi tu arrives à partager quand même Pam, et pam, si tu n'y pam. arrives pas, je vais essayer avec une autre façon. Miracle. Est-ce que vous voyez une jolie demoiselle? Oui, c'est bon, on voit bien. Parfait. Ok. C'est un peu sombre de mon côté, mais je sais pas ce que j'ai un feedback, mais je sais pas pour vous. On voit plutôt bien, franchement ça va. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok, parfait. Donc on attaque. Très bien, voilà, on va parler effectivement de data mesh, de la théorie à la pratique comme on l'a indiqué. Ok, donc juste pour me présenter un tout petit peu plus, donc Jean-Georges Perrin, je suis un Lifetime IBM Champion. Il y en a une trentaine dans le monde. C'est ce que IBM considère comme ses thought leaders voilà. J'ai euh, je fais partie aussi, je suis le chair d'un projet de la Linux Foundation qui s'appelle Bitol, et je vous en parlerai un tout petit peu après. Mais pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur beaucoup, et c'est presque plus dans cet esprit-là que je vous parle aujourd'hui. Et comme Ismaël le disait, j'ai écrit avec Eric Broda Implementing Data Mesh, qui est sorti il y a maintenant 2 mois et qui a un relatif succès, on va dire. On fait jamais beaucoup, à moins d'écrire Harry Potter, on fait pas d'argent en écrivant un bouquin, hein. Donc, celui-là, je vois bien que les ventes démarrent bien. Donc, ça veut dire que les gens sont assez contents. Voilà. Donc, maintenant qu'on était sur sa touche positive, parlons de problèmes. Et en fait, dans la data, on a beaucoup de problèmes. Alors là je vous présente juste un slide. Alors, le but, je sais que c'est absolument impossible à lire, et le but, c'est pas forcément de les lire. C'est un sondage que j'ai fait en début janvier 2024 sur LinkedIn, donc complètement le truc informel, où j'ai demandé aux gens de me dire, en fait, quels étaient leurs problèmes avec les data. Donc, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec les data, d'accord? Donc c'est pas simple. C'est pas, il y a beaucoup de problèmes qui sont différents, mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que même si les entreprises pensent que leurs problèmes sont vraiment isolés et sont vraiment spécifiques parce que leur data est spécifique à eux-mêmes, et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les problèmes sont quand même relativement les mêmes un peu partout. Et, euh, et ça ne va pas en s'arrangeant, en fait. Euh, donc, je vais vous parler aussi je vais parler d'un scénario, d'un use case qui est proche de moi, alors c'est pas forcément un use case super positif, donc je vais pas dire pour quelle boîte c'était, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait, le problème et comment en fait Data Mesh
et les data products peuvent résoudre ce genre de soucis. Donc, on est dans un scénario, en fait, où il y en a un scénario assez classique, hein, où on a de multiples sources de données qui ramènent, en fait, des données dans des bases avec une transformation et qui arrivent sur un data warehouse on-premise. Okay. Jusque-là, c'est des choses relativement classiques que tout le monde a déjà vues et, commun à beaucoup d'entreprises. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir, sur ce data warehouse, construire ajouter des applications. Encore une fois, très classique. Les applications, ça peut être des applications de reporting, ça peut être du ML, ça peut être de l'AI, etc., ce qu'on veut. Derrière, en fait, on va s'apercevoir qu'il va y avoir aussi des opérations de transformation qui vont alimenter d'autres data marts ou data warehouse et d'autres transformations qui peuvent encore aller vers d'autres applications, etc. Donc, on va chaîner un petit peu tout ce cercle-là. Et ce qu'on s'aperçoit assez rapidement, c'est qu'au niveau de la gouvernance, eh ben, en fait, on est à peu près clair au premier niveau. Et la suite, après, c'est un peu le foutoir. Ouais. Pour parler franchement, c'est pas glorieux, et donc on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Ensuite, dans ces scénarios-là, on veut souvent aller vers le cloud. Parce que la promesse du cloud qui serait moins cher, etc., qui serait plus scalable, etc., il y a du vrai là-dedans. Mais souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'on fait une réplication un pour un du data warehouse on-prem vers la version cloud, qui n'est pas forcément la version cloud du même vendeur. Le problème, c'est qu'on va retrouver un petit peu le même cirque en termes de consommation derrière. Et donc, en fait, on s'y prend, je dirais, on s'y prend un petit peu, ça n'arrange pas, quoi. Le seul truc, et ça va même encore plus vite, les coûts vont augmenter parce que les gens vont pouvoir consommer la data encore plus facilement. Donc, on n'arrange pas la solution. OK. Pardon. Donc, une des solutions, c'est de mettre, en fait, à la fin, les données dans un data product. D'accord. Et on va revenir en détail sur ce que c'est un data product, mais je veux dire, on peut très bien penser ce qu'on va mettre un data product ici, et derrière, on va pouvoir consommer les données directement avec le data product. L'avantage de ça, c'est qu'après, on peut créer des liens beaucoup plus directs entre les sources de données et le data product. Et au final, on peut arriver à quelque chose comme ça, où pour l'utilisateur final, l'utilisateur qui va consommer les données, on va consommer les données directement du data product. D'accord. Et en fait, on peut avoir tout le système de gouvernance qui est rattaché au data product, tout le système de gestion de versionning des produits, du produit en lui-même, etc., est rattaché au data product. Et donc, en fait, du coup, quand on réfléchit à quelque chose comme ça, on arrive à avoir une architecture beaucoup plus simple qui est liée à plusieurs data products. Et on voit bien, en fait, ici qu'on arrive à faire des choses assez sympas. Voilà. OK. Autre avantage qu'on va chercher, c'est qu'on ne va pas forcément que corriger les problèmes ou que réagir sur un use case, mais il y a des problèmes plus fondamentaux dans l'entreprise, en fait, qu'on peut rattacher à l'utilisation de data mesh, et qui sont tout ce qui est découverte de données. C'est toujours un problème, et quelles que soient les boîtes dans lesquelles je passe, c'est un problème. Une fois qu'on a découvert les données, comment je fais pour y avoir accès? Donc tout ce qui est le problème de gouvernance et de gestion des droits attachés à ces données. Et au final aussi, l'évolution, comment je fais évoluer mes classiques datasets dans un cadre de vie, quoi, dans un cadre de vie, de life cycle, en fait, de mes données. Ben pour ça, en fait, la solution DataMesh est assez apporte beaucoup. Et pour moi, au-delà, en fait, du concept de data mesh que Zhamak Dehghani a décrit, pour moi, ça permet d'apporter l'agilité au monde de la donnée. Et ça, pour moi, c'est un des gains énormes. L'agilité, on en parle depuis 20 ans, 25 ans maintenant. Quand on regarde l'Agile Manifesto de Martin Fowler, c'était début des années 2000. Mais par contre, dans le domaine de la data, on n'a toujours pas vraiment compris
ou adapter, alors parce que c'est pas la faute des data engineers, hein, ou du CDO, mais je veux dire, en fait, on n'a pas encore adapté de façon assez claire ce que pourrait être l'agilité dans le monde de la donnée. Et j'ai pas de solution pour ça maintenant, hein. Je n'ai pas de solution miracle, mais je veux dire simplement, je pense que Data Mesh permet et est une approche à aller vers ça. La première chose qu'on a fait chez PayPal et chez d'autres personnes avec qui je travaille, c'est on définit les personas. D'accord. Et c'est pas si courant que ça. Ça a l'air assez. Beaucoup de gens vont dire en fait, ah ouais, on fait ça, machin, etc. Mais en fait, le truc, c'est pas si courant. Donc nous, en fait, on avait décomposé en deux personas essentiels et une troisième qui s'est rajoutée après. La première, c'est Juliette. Juliette, elle est data scientist ou data consumer. Elle a besoin de données. C'est elle qui va devoir chercher la donnée. C'est elle qui va essayer de mettre en place en fait ces outils, ces pipelines, pas les pipelines, les notebooks, ou les rapports en Python, ou Tableau, etc. D'accord. Donc c'est elle qui va essayer de dégager quelque chose à partir de la donnée. Le deuxième personnage central, c'est Cindy. Alors, elle, Cindy, c'est l'ingénieur data, la data engineer. Elle met en place les pipelines, elle les construit, elle s'assure que ça marche relativement bien. Elle elle bosse beaucoup avec Juliette, forcément. Euh, mais elle fait souvent partie d'une équipe centrale et elle est souvent prise par le temps. Et donc, ça, c'est un peu les soucis qu'elle a. La troisième personne qu'on a rajoutée plus récemment, c'était Bess, en fait. Et Bess, c'est le Data Product Owner. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui a un nouveau rôle dans le cadre du Data Mesh, qui est le Data Product Owner, euh, qui est plutôt rattaché au Data Product, hein, comme on peut entendre. Mais c'est l'équivalent en data de ce que le Product Owner est dans le monde du software. D'accord, donc rien de transcendant. Comme c'est un nouveau rôle, ça peut faire un petit peu peur à certaines personnes, etc. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est une personne qui va être essentielle, et qui va permettre aussi d'identifier un petit peu toutes les questions de ownership qu'il peut y avoir autour d'un data product. Donc, voilà. Donc, passons directement au data mesh. Et ses principaux bénéfices. Donc, en fait, j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est moi qui fais cette slide, mais c'est vrai que c'est une slide que j'aime bien. Désolé pour le logo là, qui a souffert. Et qui, en fait, permet de comparer en fait, les data warehouse et data lake au data mesh. Le souci, en fait, avec cette slide, c'est que en fait, on a l'impression que clairement on oppose l'un à l'autre, mais en fait, le data mesh en lui-même va avoir besoin du data warehouse et du data lake, parce que très souvent, le data mesh va se limiter à une structure logique autour de l'implémentation physique qui, elle, peut être dans le data warehouse et le data lake. Mais on voit bien que quand on combine les deux, en fait, là, on obtient une solution qui correspond et qui permet en fait de résoudre à peu près 95% des problèmes que j'ai décrits avant. Sur la slide, où on était absolument impossible de les lire. Donc, en fait, bon, alors si vous êtes là, vous avez sûrement déjà entendu un petit peu parler de data mesh, hein. Il y a 4 principes. Je vais pas, je vais y aller, je vais les rappeler, mais très rapidement parce que je veux pas qu'on perde trop de temps avec ça. Mais simplement, il y a donc le principe de domaine, ou d'orientation de domaine, autour d'un produit, hein. Donc, on dit que le produit est attaché à un domaine. Donc, on parle aussi en fait du principe de data product, d'accord, et de self-service et de gouvernance fédérée de l'informatique. Et pas forcément que de la donnée d'ailleurs. Donc, juste si je vais aller rapidement, hein, sur les domaines ownership, d'accord, l'idée c'est de mettre en place une structure qui va nous ramener en fait l'expertise de l'usine, enfin du factory floor quelque part, hein, dans le produit en lui-même. D'accord. Si vous êtes chez Peugeot ou chez Stellantis et que vous voulez capturer en fait
le savoir de vos ouvriers, eh ben, vous allez dans l'usine, près des machines, d'accord, le bon vieux classique Gemba de The Toyota Way. Donc, en fait, on est clairement, on se rapproche de l'utilisateur. D'accord. Et c'est ça, pour moi, le domaine, au-delà des domaines que les enterprise architects peuvent imposer à l'entreprise, quoi. D'accord. On n'est pas, chez PayPal, il y avait 25, 27 domaines. Je ne vais pas créer 27 data products chez PayPal. D'accord. Je vais en créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, en fait, on se rattache à un domaine pour capturer cette expertise, mais on reste attaché, en fait, à un use case. Le, le second principe, c'est data as a product ou data product. Okay. Je ne veux pas rentrer dans la philosophie subtile de la différence, c'est presque philosophique. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a quelques propriétés, mais pour moi, encore une fois, c'est le plus simple. J'aime bien comparer ça à une voiture. On va voir, je suis pas, on va retourner, allez, on va chez Renault cette fois. Et donc, quand on regarde une voiture, en fait, à moins que vous soyez vraiment un fan de voitures de collection, etc., vous voulez quelque chose de standard, qui a été produit en quantité. Pourquoi? Pour trouver des pièces rapidement, pour que la maintenance soit plus simple et trouver du service rapidement. D'accord? Donc, l'idée, c'est un peu ça, la même chose avec la donnée. D'accord? Donc, en fait, je vais pouvoir créer des produits qui vont pouvoir être facilement consommés, sur lesquels j'ai un cycle de vie de la création à la mise à la retraite des produits. D'accord. Donc, en fait, là, on commence à changer un peu la mentalité en pensant produit. Ensuite, self-service. OK. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais gosse encore, en Alsace, il y avait encore quelques stations-service où il y avait quelqu'un qui venait venir faire le plein. Mais quand on pense à ce principe par exemple, dans le New Jersey, pas si loin de là, maintenant que je suis à New York, c'est un peu les gens du New Jersey sont un peu nos Belges, donc on peut se moquer d'eux. Et ben ils savent pas pomper à la station. Il y a quelqu'un qui vient, d'accord. Et pour moi, en fait, le truc, c'est pas n'importe quel gamin à partir de 5 ans sait le faire en France. Mais je veux dire, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait par là? On crée un process qui a des portes, un gated process. D'accord. On attend quelqu'un qui vient, on doit discuter combien j'en veux, quel type d'essence je veux. Le gars va faire le machin, il revient, je paye, je lui laisse un pourboire, pas machin, etc. Donc on crée une situation qui n'est pas aussi fluide que je m'arrête, je fais le plein et je me casse. D'accord. Donc voilà. C'est très bien. Alors, le truc de self-service, je pense que c'est difficile de convaincre les gens de ne pas. Ils sont déjà convaincus par eux-mêmes. D'accord. Le problème du self-service, et ça, dans une entreprise où j'ai travaillé, était ça, où en fait, vous donnez accès à plus de 2000 data scientists et vous leur dites, allez, va faire Mumuse. Et puis voilà, qu'est-ce qui arrive? En fait, moi, j'ai accès à certaines données, Ismaël les veut, mais il n'a pas accès. Je fais une copie, hein, il n'y a pas de mal, etc., etc. Donc, en fait, on s'aperçoit que le vrai problème commence à créer un problème de gouvernance autour de ça. Et de la gouvernance, eh ben, on a mis du temps, mais ça marche pas très bien quand elle est centralisée, la gouvernance. D'accord. C'est pas parce que j'ai acheté Colibra que j'ai une gouvernance. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut il faut mettre en place les équipes, mais il faut surtout mettre quelque chose de fédéré en place parce que on a besoin de pouvoir capturer ce savoir-faire qui est, comme je le disais, sur la chaîne de production et de pouvoir ramener ça, en fait, à ce niveau-là. Un exemple, la durée de rétention des informations financières n'est pas la même dans chaque pays. Chez PayPal, de base, je crois que c'était 7 ans le standard, mais par exemple, en Australie, la durée est 10 ans. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que si au niveau central, je dis c'est 7 ans et j'en bouge pas, eh ben, on a un problème. Mais par contre, le field va pouvoir me remonter l'information, d'accord. Et c'est déjà là où on commence déjà à avoir cette notion de fédération, du savoir. Ce n'est pas décentralisé pour moi, d'accord. On n'est pas dans une opposition du centralisé pour le décentralisé, mais on est vraiment dans une collaboration entre le centralisé et le décentralisé, et c'est ce que moi je considère comme la fédération.
Alors, un truc qui m'amuse beaucoup, alors je sais que Ismaël est un ancien de chez eux, c'est que si vous voyez, alors je sais que c'est un peu petit là, mais je sais pas si ma souris passe, mais il y a un point rouge là, voilà, ici. C'est quoi? C'est que le data mesh est mort. Merci Gartner, salut, vous êtes tous venus ici, dommage, hein, c'est mort, voilà. Euh, donc en fait, le truc, Gartner a jamais été un grand fan du data mesh. Moi qui étais chez Gartner, voilà, c'était pas ouais, le concept il était ouais, c'est y a plusieurs rumeurs. Euh, donc, en fait, voilà. Donc, clairement, ici, on voit data mesh, c'est mort. Par contre, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est gestion des produits de données et data product et tout ce qui est gestion active data management, etc. D'accord? Et metadata management, c'est là. Les data marketplace et les exchanges, donc le self-service, c'est là. Le, et, qu'est-ce, et en fait, la Distributed Data Analytics Governance Platform, c'est là. D'accord? Donc, on va retrouver chez Gartner, non pas le data mesh, parce qu'eux, ils disent il est mort, mais par contre, on va trouver les 4 principes dans des piliers différents. D'accord? Donc, en fait, vous dites que vous faites data mesh, mais en fait, vous êtes compatible Gartner quelque part. Voilà. Et en fait, tout simplement parce que ces principes sont meshed, quoi. Ils sont entremêlés. Si j'ai le domaine, je contrôle mon domaine, j'ai besoin de partager cette information et d'abord mes business requirements pour créer le data product. Le data product, il va apparaître dans la plateforme de self-service. Euh, et, euh, et j'ai besoin de pouvoir gérer ma gouvernance de façon fédérée. Donc aussi, ce qui veut dire aussi que si vous pensez à implémenter Data Mesh, eh ben, vous ne pouvez pas dire, ouais, j'ai pas envie de faire la gouvernance fédérée, c'est trop difficile. Ben, vous ne pouvez pas, parce que sinon, vous ne faites pas un Data Mesh. Alors, on peut faire, ça, il y aura peut-être d'autres avantages que vous allez avoir, mais je veux dire, on voit bien qu'en fait, tout va pouvoir évoluer en même temps. Tout doit pouvoir évoluer en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir le même niveau de maturité, d'accord, sur les 4 principes, mais il est quand même important de les faire évoluer à peu près en même temps. Voilà. OK. Un autre point qui, pour moi est très important sur l'implémentation du data mesh, c'est l'approche par plane, par experience plane, que Jean-Marc a décrit dans son bouquin et que j'ai repris avec Eric dans notre bouquin. Euh, ce à quoi on est habitué, nous, d'accord, de façon traditionnelle et pré-data mesh, c'est la partie en bas où j'ai mes données, j'ai mon infrastructure, j'ai mes applications. D'accord. J'ai éventuellement quelques outils que je pourrais mettre dans un autre plan, qui sont les outils de data management classiques. Quand je crée en fait mon data product, je vais les isoler sur leur propre plan d'existence. Ils sont indépendants, ils ne se parlent pas forcément entre eux. Ils ont leur propre cycle de vie et ils sont isolés sur leur plan. Le troisième plan, c'est tout ce qui est l'expérience du meshing quelque part, ou du mesh, où on voit que quand je combine en fait mes différents data products, je peux alimenter un catalogue. Je peux jouer la sécurité de façon complètement distribuée et fédérée. Je peux avoir des outils qui vont pouvoir capturer en fait ces informations et partager avec l'ensemble ça. Et je peux avoir des outils comme des optimizers qui vont dire que ben voilà, tu as déjà 2000 data products, c'est peut-être le temps de regarder s'il n'y en a pas 100 qui sont pas utilisés ou pas. Voilà, d'accord. Donc en fait, on va pouvoir créer tout ça au niveau de ces 3 plans. Ça donne quoi en réalité? Excusez-moi. C'est donc on retrouve mon diagramme d'avant hein, avec mes différents data products et les applications. Et en fait, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, on a dans chaque data product des data contracts. Et ces data contracts, en fait, c'est eux qui circulent et qui invitent, en fait, qui partagent l'information, les métadonnées entre les différents produits. C'est là où le mesh commence à apparaître. Et ensuite, je peux capitaliser tout ça et en fait le partager avec un data catalogue, etc. Et ça va marcher que si je construis ça sur une base de standards. D'accord. Et c'est là où, en fait, le projet Beetle de la Linux Foundation va permettre, et on en reviendra encore un tout petit peu dessus, les différents standards sur lesquels on va avancer.
Donc, en termes de planning, alors je voulais vous partager en fait le planning tel qu'on l'avait vu, tel qu'on l'avait fait chez PayPal et en fait ce que je changerais Jean maintenant. Jean-Georges, Ouais, juste avant que tu démarres, ouais, le chat est assez calme. N'hésitez pas, hein, à, si vous avez des questions, des remarques, vous voulez interagir, n'hésitez pas, on peut prendre des pauses, hein, donc voilà, je tiens à le ouais, rappeler. ouais, ouais. Je pense Non, non, c'est tout à fait. et Merci. là, tu peux revenir, donc c'est intéressant, c'est le planning et tu parlais de comment vous avez procédé chez PayPal et après c'est intéressant parce que tu vas nous dire, voilà, si tu pouvais remonter dans le passé, qu'est-ce que tu ferais différemment? Exactement, exactement. Donc en fait, là, vous avez les 18 mois qui sont les 18 mois significatifs sur la partie du projet. J'étais embauché en décembre. En janvier, on avait la vision et l'équipe. Alors, c'est la vision originale, on n'avait pas un data mesh, d'accord? On avait des problèmes de données. Bon, je veux dire que c'est pas un grand secret, hein, je ne connais pas de boîte qui n'a pas de problème de données, d'accord? Ou alors, ils sont super prétentieux ou complètement aveugles. Euh, mais en fait, la vision qu'on avait en janvier était une vision un peu différente. Et en mars, en fait, on a eu. Alors, on était en plein Covid, hein, on parle de décembre 2021, mars 2022, on n'était pas encore à l'abri. Donc, on se rencontre en mars, et c'est là où on voit, en fait, on était en train de construire quelque chose qui était à 98% un data mesh. On était en train de construire, parce que j'aime bien comparer, on était en train de construire un singe et en fait, on était à 2% de construire un humain. Euh, donc, en fait, là, l'équipe décide, en fait, de tout le leadership de l'équipe décide, OK, on va bouger, en fait, de trucs hybrides bâtards qu'on était en train de construire vers un data mesh. Et alors, ça nous a simplifié au niveau de l'architecture. Bon, il n'y avait pas encore ce brillant bouquin à l'époque, hein, mais il y avait le bouquin de Jamac, et donc on a mis en place en fait des clubs de lecture, etc. Toute une stratégie pour se familiariser avec les concepts du data mesh. Et ensuite, en fait, en mai, on a fait notre, on a pu faire notre premier data product, en fait, dans la première démo qu'on a fait, quoi. D'accord? Donc, on est allé directement sur le data product. Euh, Ça a été, la démo a été bien acceptée, et c'est pour ça que vous voyez, en fait, de juin à novembre, ça a été l'intégration de 3 mois de boulot dans l'environnement PayPal. D'accord? Donc, en gros, peut-être un peu plus que 3 mois de boulot, mais on va dire 3-4 mois de boulot. Ça a pris énormément de temps à être intégré, en fait, dans cette période-là, dans l'environnement sécurisé de PayPal. Et je pense que ça, c'est assez incompressible. Euh, C'est juste pour être bien clair, Jean-Georges, vous avez designé un data product, mais sans, prendre en compte, on va dire, la lourdeur, je sais pas, juridique, ou les requirements de ouais, l'interne. Vous avez fait votre truc et à un moment donné, pour le mettre dans le SI et ben, ça c'est à partir de ce moment-là, vous avez travaillé pour le rendre compatible et exactement. OK. Exactement. Exactement. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait de la technical debt, etc., hein. Et ça peut paraître un peu je veux dire, en fait, on avait déjà une architecture, hein, avant, en mars, avril, mai, on avait déjà l'architecture de prête qui, en fait, a dû être revue, en fait, pour certains trucs. Notre équipe était relativement neuve dans PayPal, donc on n'avait pas forcément tout le Mmh. retour et toutes les contraintes qu'on avait. Et surtout, en fait, ces 6 mois-là auraient de toute façon été incompressibles, ou très difficilement, peut-être gagner un mois ou deux. Mais ça veut dire que la première démo, dans l'environnement PayPal, on ne l'aurait pas fait en mai, mais on l'aurait fait peut-être en août, donc beaucoup plus tard que prévu. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, en fait, de ne pas de ne pas directement le faire dans l'environnement PayPal, quitte à créer de la tech debt et à revenir sur l'architecture s'il fallait, quoi. Donc c'était volontaire. Et ça, je ne le changerai pas maintenant parce qu'on a besoin, à ce moment-là, ils auraient pu, si on n'avait pas, si on n'avait rien pour juin, après 6 mois sur un projet, les gens, ils auraient commencé à se poser des questions, etc. D'accord? Donc, en fait, au lieu de décaler, en fait, une première démo, on a préféré faire une démo avec les données de PayPal, mais pas forcément dans l'environnement de production de PayPal, quoi. Voilà. OK.
Et par contre, alors ça, c'est ce que j'ai fait, ça, c'est ce qu'on a fait. Et ce que je ferai maintenant, alors c'est pas si différent de ça. Alors c'est vrai que la slide, elle n'aura pas pu highlighter Juste, ce que j'aurais fait différent. Ouais, vas-y, ouais. il y a Alfred qui nous dit: «Est-ce qu'on peut donner un exemple de data product?» Comme ça parle à tout le monde. Ouais, alors un exemple de data product, c'est pas celui qu'on a fait le premier parce qu'on était dans le risque, mais ça pourrait être par exemple les transactions. D'accord? Dans les organismes financiers type PayPal, il y a beaucoup de transactions. Et on peut dire que l'ensemble des transactions pourrait être un data product. Ça peut être le système de loyauté, de loyalty d'un client. Ça peut être des cas hyper précis j'ai besoin de construire un rapport et je veux et je veux pouvoir avoir mon rapport qui suit en fait les données, et le rapport peut être connecté à un data product, etc. Donc un data product, c'est pas c'est assez, la définition est encore un peu ouverte, on va dire. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit évolutif, de faire, donc en fait, je reprends l'exemple de mes transactions, d'accord? Je peux avoir mes transactions brutes, je peux avoir mes transactions une fois qu'elles ont été curated ou nettoyées, d'accord? Et je peux avoir mes transactions qui sont agrégées par pays ou par période, etc. Ces trois datasets, ces trois jeux de données, on voit bien qu'en fait, ils appartiennent au même domaine, d'accord? Donc, je pourrais le rattacher à un même data product. Et donc, chaque dataset pourrait avoir son propre cycle de vie dans le cadre du data product. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est souvent une construction logique autour d'une implémentation physique. Mais on va rajouter beaucoup de contrôle autour de ça, quoi. Euh, donc voilà. Donc ce que je changerais en fait, hein, j'aurais mis en place en fait tout ce qui est data contract avant. Ce qu'on s'est aperçu chez PayPal en fait, c'est que on avait besoin de pouvoir, si on veut faire quelque chose qui soit réutilisable, on va avoir besoin d'un fichier de configuration, d'un fichier de ressources comme Kubernetes par exemple. Et en fait, ce fichier de configuration était en fait lié en fait à un data contract. Et c'est comme ça que les data contracts sont nés chez PayPal. Alors, je vois qu'il y a une autre question aussi. Quelle gouvernance stratégie avez-vous mis en place pour éviter la duplication de données? Ce n'était pas un objectif pour nous. Et je ne suis pas contre la duplication de données. Je veux juste savoir si la donnée est dupliquée. Voilà. Et c'est souvent pour moi, en fait, c'est souvent le problème que j'ai vu, c'est que, en fait, ouais, on paraît contre la duplication de données, mais en fait, c'est parce qu'on sait pas, parce que on sait pas où elle est. Mais à partir du moment où on sait où elle est, qu'il y a le linéage qui est mis en place, pour moi, je pense que le problème, il est beaucoup moins important, quoi. J'espère que ça répond à ta question, Birahim. Donc voilà. Donc voilà, j'aurais commencé par les data contracts et ensuite très rapidement j'aurais mis en place beaucoup plus vite qu'on l'a fait une data marketplace qui pour moi est un élément important en fait de l'accès et au développement de data product. Donc, on pourrait faire toute une session sur les data marketplace parce que c'est important. Et en fait, du coup, en fait, je pense que, et en anticipant un petit peu plus tout notre problème d'intégration, je pense qu'on aurait pu gagner un mois et donc avoir une release un mois plus tôt, ce qui nous permet sur 18 mois d'avoir trois releases, une démo et trois releases. Voilà. Donc ça, c'est le programme que je changerai un tout petit peu. Naturellement, les slides sont disponibles. Je vais vous parler un tout petit peu de Beetle. Donc, Beetle, c'est le projet sur lequel je travaille au niveau de la fondation Linux. On a une roadmap moi, alors, comme tout le monde, hein, les disclaimers, je veux dire, en fait, si vous pariez tout votre argent sur cette roadmap, je ne suis pas responsable. Donc, le plus important standard sur lequel on bosse en ce moment, c'est ODCS, c'est l'Open Data Contract Standard. D'accord. Donc, c'est originaire de chez PayPal. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur la slide ici. Voilà, pardon. En mai, en fait, de 2023, on a
mis en open source en fait le Data Contract Template. D'accord. Ce Data Contract Template est devenu en fait ODCS et dans le cadre de la Fondation Linux. Donc, en mai 2024, on a créé la version 2.2.2. Il y a d'autres versions intermédiaires, 2.1 avant. Et ensuite, on a en octobre, donc le mois dernier, il y a 2 mois maintenant, on a sorti la V3 qui vraiment fait maintenant un carton. On voit qu'il y a des éditeurs de logiciels qui se l'approprient, etc., dont beaucoup d'Européens, beaucoup plus d'Européens que d'Américains. Et on a prévu d'avoir une 3.01 qui va sortir dans quelques jours, peut-être semaines, mais définitivement encore en décembre. Et en fait, donc vous voyez la liste des et les RFC qui vont avec de ce qu'on a rajouté dans la version 3 et il y a une 3.1 et 3.2 qui sont prévues aussi. Les data contracts sont extrêmement importants parce que c'est eux qui vont définir l'essentiel du comportement de la donnée. C'est pareil, on pourrait faire toute une session sur les data contracts. Mais pour moi, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On en euh, rediscutera. il faut qu'ils Ouais. demandent. Ouais. Vas-y, allez, le peuple, demandez. Voilà, dites-nous si vous voulez la session sur les data contracts, mais en tout cas, ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, on a tout ce qui est data product, d'accord? Donc, en fait, on est en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle Open Data Product Standards. Alors, c'est vrai que c'est un peu confus, il y a un peu de confusion, mais il y a déjà quelque chose qui s'appelle ODPS, qui s'appelle Open Data Contract, Data Product Specification, mais on travaille, mais avec eux, on se regarde un petit peu, mais je veux dire, en fait, on est vraiment indépendant, parce que, en fait, pour nous, ODPS, en tant que standard, va hériter de beaucoup de choses qui vont venir de la part du data contract. D'accord. Donc, c'est un peu, de façon très simplifiée, pour moi, en termes techniques, un data product, c'est pratiquement un ensemble de data contract et un SBOM, qui est un Software Bill of Material. Et c'est ça qui va faire le lien entre tout ça. D'accord. Bon. Comme dit, on peut aussi faire une session complète sur tous les data products. Toujours est-il qu'en fait, au niveau de Beatle, on veut normaliser cette façon de décrire ce que c'est qu'un data product pour qu'en fait, tous les logiciels, etc., puissent l'utiliser. Et là, c'est un peu sur vous que je compte aussi, parce que en tant qu'utilisateur, vous avez le poids de dire aux éditeurs, « Hé, éditeur, moi, je veux que tu supportes ODCS pour ma data qualité. Je veux que tu supportes ODPS pour mes produits, pour mes data products. » D'accord. Donc, c'est à vous, en tant qu'utilisateur, de faire pression sur les éditeurs pour qu'ils les adoptent ces standards plus rapidement. Donc, on veut aussi, ce qu'on commence à s'apercevoir, et là, il y a quelqu'un, un peu un champion français du data mesh, un autre, qui m'en parle, c'est en fait d'avoir des data mesh. On pense souvent à data mesh comme quelque chose comme enterprise data mesh, qui serait vraiment quelque chose au niveau complet d'entreprise. Mais ce qu'on s'aperçoit, qu'il peut y avoir des besoins, en fait, sur l'idée d'avoir un data mesh par business unit. Okay. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur la sécurité. Donc, les ciseaux sont assez sensibles à ça, parce qu'ils ont beaucoup de données et il faut pouvoir les gérer. Alors, il y a deux autres standards, je vais aller très rapidement, un qui s'appelle OOS, qui est Open Observability Results, okay, qui est très proche d'Open Telemetry, et quelque chose aussi pour tout ce qui est orchestration et contrôle, qu'on prévoit de rajouter aussi là-dedans. Voilà. Donc, créer tout un ensemble de standards pour qu'on puisse créer ce moderne data engineering. OK, on conclut. Parce que je vais laisser du temps pour les questions-réponses. Donc, en fait, pour moi, la philosophie, c'est la philosophie de l'agilité, c'est il faut iterate, ok. J'en perds mon français, mais c'est il faut créer des itérations et revenir faire du PDCA, le plan, do, check, act, etc., comme on le fait dans l'automobile. Comme je disais, j'aurais commencé par data contract et puis data product, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on va beaucoup de valeur dès le data contract.
dès le data contract, on va pouvoir dégager de la valeur. Et ça va permettre de justifier en 2 à 3 mois de son projet qu'on a déjà de la valeur. D'accord. Souvent, quand on prend des projets de données, ouais, je recrée une plateforme, j'implémente un data warehouse, on n'a pas de résultat avant 18 mois, 2 ans, 3 ans. Quoi. D'accord. Là, on peut avoir parce qu'on se base sur les principes d'agilité, on peut avoir des résultats extrêmement rapidement en utilisant ce triptyque de data contract, data product et data mesh. Alors bon, j'ai 2 secondes de promo. Ismaël avait commencé avec mon bouquin. Je viens de sortir aujourd'hui Data Product for All Ages. Donc en fait, les For All Ages, c'est une série. Au début, c'était pour destiner aux enfants, pour que nous, on puisse expliquer à nos neveux, enfants, etc., ce qu'on est en train de faire. Et au final, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup d'exécutifs, des VP, des directeurs, etc., Qui comprennent pas. qui comprennent mieux grâce à ça. D'accord. Donc voilà, vous voulez faire un cadeau de Noël à votre boss, vous avez la liste ici. Et en plus, bon, là, c'est pour ça que je me permets de le faire, c'est que la grosse majorité en fait de l'argent que je fais avec ça va à des œuvres de charité. Qui aident les gens dans l'informatique, et particulièrement les jeunes filles. Donc, pareil, les 4 principes de data mesh, vous les avez. Pensez open source et open standard. Pour moi, open standard, c'est encore plus fort qu'open source, parce qu'on peut très bien avoir des logiciels commerciaux qui va se baser sur des standards ouverts. D'accord. Standards ouverts, pensez HTML, par exemple, ou SMTP pour envoyer des mails, ou des choses comme ça. Je veux dire, en fait, c'est des standards qui sont importants, que la solution soit commerciale, enfin, que la solution soit open source ou pas. Donc, pareil, d'accord. Donc, le data contract n'a pas besoin de faire un data mesh, d'accord. Data product a besoin de data contract. Et data mesh, pour moi, c'est un assemblage, en fait, de data product. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce lien extrêmement fort entre tout ça. Et voilà, d'accord. N'oubliez pas un truc aussi, un truc vraiment important, c'est un projet hautement politique. Quand vous allez, parce que c'est des gens, des gens vont avoir l'impression de perdre un petit peu le pouvoir qu'ils ont autour des données. Donc pensez à ça quand vous implémentez ça, parce que même si en tant que technicien un peu naïf, on peut penser, ou ingénieur un peu naïf, on peut penser, ouais, c'est facile, etc. La technologie n'est pas si compliquée par rapport à l'approche humaine qui est nécessaire dans le cadre de data mesh. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Jean-Georges. Franchement, c'était hyper clair, même les slides et cetera, sont très, très bien amenés. Moi, j'avais une question étant parlé sur ces sujets, politiques, sur la culture chez PayPal. Est-ce que tu peux nous décrire, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous, donc toi, ça serait intéressant de nous dire où est-ce que tu te situais, en fait, au sein de dans la hiérarchie? Est-ce que c'est entre guillemets, les techos, tu vois? Qui ont poussé le truc en disant: «OK, on va chercher du budget, on croit en ce truc-là» et puis le chief data officer, le chief digital officer, ils ont suivi? Ou est-ce que Ouais. donc en gros bottom up? Ou est-ce que c'était plus un top down? Voilà, comment on arrive à sortir des produits, au final chez PK culturellement, en termes de gouvernance et de financement, ça se passait comment? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment je peux répondre à ça en politiquement correct et en 7 minutes. En gros, ce qui s'est passé chez PayPal, c'était que j'étais rattaché au risque, d'accord. Mais D'accord, la division du risque, donc c'était pas une innovation au niveau technique. gouvernance centrale, d'accord, OK. au niveau enterprise. Ensuite, c'est le SVP de cette division-là qui avait un problème, d'accord. Il n'a pas dit, on était assez bas par rapport à lui, je veux dire honnêtement, mais je veux dire, il n'a pas dit, je veux un data mesh, quoi. Il a Ouais, dit, j'ai des problèmes, tu les résous, d'accord. Et donc en fait, après, en fait, et c'est lui qui a dit, j'ai de l'argent, combien on veut, d'accord. Et en fait, et c'est là, c'est ma boss qui en fait a géré en fait toute cette partie en fait business, etc. Le budget, euh,
le l'aspect politique, en fait, d'adoption, en fait, de data mesh, et cetera. D'accord? Donc elle a fait beaucoup de ça et en fait, nous, en fait, donc on était assez tranquille après. En fait, elle a pas mal joué le niveau de bouclier, en fait, par rapport à ça. Ça veut pas, mais elle avait besoin de munitions, d'accord. Elle avait besoin de munitions pour dire pourquoi on fait data mesh, machin, etc. Donc en fait, c'est là où on a travaillé. Et je peux pas dire que j'avais une casquette purement techos. Il fallait qu'on trouve les arguments commerciaux, commerciaux internes, Mmh. d'accord, mais Mmh. commerciaux quand même, et les bénéfices qui Et allaient faire. ta boss, c'était qui? Ma boss, Elle c'était occupait qui? quoi? Elle occupait quoi comme, non pas personnellement, mais D'accord. son Elle était, titre? elle était directrice, d'accord. Elle avait un niveau directrice, quoi. Mais Et dans les métiers, je veux dire. Elle était dans la direction risque, elle était directement dans les métiers. ouais, elle était métier, OK, d'accord. Mais elle a quand même un background technique assez sérieux, mais elle est originaire du métier, quoi. Ouais, OK. d'accord. D'accord. Hyper intéressant, en fait, ça me permet de comprendre parce qu'on a beaucoup de gens qui sont au niveau groupe et ils veulent mettre le data mesh, dans des filiales et cetera, tu vois? Et en Ouais. fait, c'est intéressant, c'est de dire, ben, l'approche que vous avez adoptée était de dire: «Bon, ben, on va commencer dans un métier, sur du spécifique et après peut-être qu'on va le dupliquer et à d'autres, d'un Et point de vue corporate, quoi». ouais, et et C'est et dans et ce sur les sens-là. autres ouais, et sur les autres projets, en fait, où je participe, où je continue à participer, et cetera, si tu as pas une alliance avec, la partie business, tu meurs, Ouais, quoi. OK. Heu, c'est pas, heu, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de conséquences, sur le changement. Alors j'ai parlé des personas, d'accord, en fait, le truc, mais c'est que un des griefs qu'on a eu de la part des data engineers, donc nos Cindy's, c'était de dire, en fait: «Ouais, mais j'ai pas envie d'écrire tes data contracts, bip ici, d'accord? Moi, j'ai déjà suffisamment de boulot. Toi, tu arrives et tu me rajoutes du boulot, tu vas voir ta tête à la récré, quoi, d'accord?» Donc en fait, le truc, c'était de leur dire: «OK, mais je te rajoute ça, mais je t'enlève ça, d'accord? Et le fait que je t'enlève ça doit être plus gros que la partie, voilà». Je te Donc on leur rajoute. ou que je rajoute, quoi. Et donc en fait, quand on arrive comme ça, il faut le vendre, hein, le truc, parce que si on le fait pas, si on le vend pas, si on n'arrive pas à identifier ces personas et qui sont ces personas dans l'entreprise, si on fait pas des gemba avec eux, c'est-à-dire des sessions de travail l'un à côté de l'autre, non, on va taper à côté, d'accord? Je veux dire, c'est pour ça que je vais répondre en même temps à Alfred, là, qui dit: «Est-ce que ça existe en version SaaS?» Alors non, ça existe pas en version SaaS. Hem Ça existe, il y a des composants qui existent un petit peu partout Mmh. de data mesh, mais je veux dire, c'est souvent une implémentation propre dans l'entreprise, quoi. Parce qu'on n'a pas, chacun a ses besoins particuliers, et cetera. Mais technologiquement, c'est pas très, très difficile, d'accord? Mmh. On a sorti notre produit chez PayPal avec les contraintes qu'on avait, dans les temps, et on a dépensé que 60 du budget. D'accord? Donc alors, et je ne me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel, donc je veux dire, c'est à la portée de beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est clair que, c'est jouable. Alors au niveau, si je regarde les questions aussi, Alfred, sur quelle technologie s'appuie DataMesh? En fait, bon, nous, on l'avait construit en Java, avec des composants Java, mais je veux dire, en fait, le truc, c'est que ça pourrait se faire en Python, ça pourrait se faire en Perl, si vous voulez. Mais et quelque part, c'est une couche qui est au-dessus de tout ce qu'on a, hein. Donc, si je reviens en fait sur mes histoires de plans, hein, euh, on est presque plus sur une problématique d'intégration où ici, j'utilise ce que j'ai déjà, quoi. Je ne change pas ce que j'ai, quoi. Je Mmh. mets juste en valeur de façon différente ce que j'ai, quoi. D'accord. Euh, On a les questions de Lucas notamment et ouais, alors, Abderrahim et après on pourra conclure là-dessus. vos data domaines sont le reflet de l'organisation? Non. Et oui. Euh, le, Tu le, es le truc, normand ou alsacien? Je me rappelle ouais, plus. arrête, tu sais, je pense que les Normands, ils vont dire oui et non, mais en fait, nous, en Alsace, on va dire non et oui. Voilà. Non, en fait, le truc, on aimerait bien que ce soit le reflet, mais par exemple, chez PayPal, il y avait 27 domaines au niveau entreprise.
Donc, en fait, qu'est-ce qu'on appelle un domaine? C'est souvent la question numéro 2, quoi. J'explique les principes et après, on me dit, c'est quoi un domaine? Et en fait, on est descendu sur des scénarios où c'était juste un use case qui était rattaché à un data product. Et ça suffit largement, quoi. D'accord? On n'a pas besoin de se compliquer. Parce qu'il faut penser que le truc va évoluer. On peut faire évoluer le data product pour avoir une version 2, une version 3. On peut rajouter en fait des datasets différents à l'intérieur, etc. Mais le data product en lui-même, il ne change pas. D'accord? Son scope, quelque part, son contenant va changer, mais lui-même, il ne va pas changer. Donc, en fait, on peut le faire évoluer. Donc, si on est rattaché à un use case, ce n'est pas un problème. On va faire évoluer le use case, ou on va rattacher d'autres use cases au même cas et faire évoluer le data product par rapport à ça. En gros, ce qui définit un data product, c'est pas son quoi, mais c'est son pourquoi. C'est ce que je Ouais, comprends. c'est l'outcome qu'on veut arriver à, qu'on veut du data product, quoi. Voilà. OK. Et après, est-ce que ça a provoqué des frictions entre la DSI et les métiers? Et ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là, il me faut beaucoup de bière parce que j'ai promis le silence. OK. D'accord. Bon, OK, bon, on peut s'attendre à des frictions. Il est 17 heures. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Georges, pour le temps que tu nous as accordé. C'était top et puis merci aussi pour, les personnes qui ont pu nous rejoindre. Je sais qu'il y a eu des problèmes techniques aussi. J'ai reçu des messages de personnes qui n'ont pas réussi à se connecter en temps et en heure. En tout cas, pour les personnes que je connais pas encore, on aura plaisir à vous recontacter, prendre un petit rendez-vous avec vous et à faire connaissance plus amplement. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Pour toi, c'est pas encore la soirée, Jean-Georges, donc je te souhaite, peut-être un bon appétit déjà pour commencer, un bon lunch et puis on se tient au courant et puis à bientôt et merci beaucoup pour votre attention et d'avoir suivi ce webinaire de Hub Advisor. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Ismaël. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et qu'on puisse Et à éventuellement travers échanger. Ismaïl aussi, en Et plus. à travers Ismaël aussi. Ouais. Non, 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 à travers Ismaël d'abord et ensuite, en fait, LinkedIn. Voilà. Voilà, Mais LinkedIn, c'est juste pour les. Voilà. très Allez, bien. à très Merci, bientôt. très bonne soirée, au revoir.